Ma Tesla Model 3 est nulle. Bon, vous excuserez le titre un petit peu incitatif de cette vidéo, mais voilà, c'est comme ça sur YouTube. Alors, elle est bien la voiture, hein, mais il y a quand même 2-3 trucs où elle est nulle. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien sur cette chaîne, dans mes vidéos, je partage mon expérience de mécanicien amateur. Je n'ai pas de formation en mécanique auto, et pourtant, voilà, je me lance dans l'entretien et les réparations de mes voitures. J'arrive à un certain niveau de résultat. En général, en chemin, je rencontre pas mal de problèmes, et puis voilà, je vous montre comment je fais pour y arriver. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis pas du genre à me plaindre. Mais là, sur cette voiture, il y a quand même 2 ou 3 trucs à dire. Une voiture comme celle-là, qui a un prix élevé, quand on l'achète neuve, comme j'ai fait, eh bien, on a des attentes élevées aussi. Et sur certains points, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur. Le premier problème, et que là on se le prend au quotidien, c'est le niveau de charge de la batterie et l'estimation des kilomètres d'autonomie qui est fait. C'est toujours systématiquement trop optimiste, et c'est complètement faux en fait. Hein. Moi j'ai calculé, ça vous donne 20% de plus de kilomètres que ce que vous avez en réalité. Donc vous êtes toujours en train de faire des calculs. Quand je la charge au maximum, elle affiche un petit peu moins de 500 km d'autonomie. Donc pour une voiture qui est vendue à 540 km d'autonomie, déjà les 540 km d'autonomie, je les ai jamais vus affichés. Mais en plus de ça, ces 500 km là, dans la réalité, c'est plutôt 350-400 km. Et tout ça en roulant normalement, hein. Je roule pas comme un sauvage, je respecte les limitations, j'accélère pas comme un fou, donc même avec une conduite souple, voilà, on n'arrive pas à faire les kilomètres qui sont affichés. Alors c'est gênant parce que d'une part, vous n'allez pas utiliser votre batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée, vu qu'il n'y a encore pas trop de points de charge pour facilement recharger sa voiture. Vous prévoyez, et puis quand ça arrive déjà à 100 km d'autonomie, faut déjà penser à recharger la voiture. Et puis Tesla recommande de ne pas charger la batterie à fond pour les trajets quotidiens. Ok, je suis cette recommandation. Et du coup, je la recharge à 90-95%, donc elle se retrouve à 450 km d'autonomie affichée. Donc en réel, j'ai 250-300 km d'autonomie max sur une charge. Autre problème sur cette estimation d'autonomie, c'est que parfois vous avez des kilomètres comme ça qui disparaissent par dizaines. Donc un jour on était allé un week-end à Bruxelles avec ma famille, on est parti de chez moi, on a roulé jusque Bruxelles sur une seule charge, donc là c'était bien, il y avait quand même une bonne autonomie, c'est sympa. En arrivant à Bruxelles, il restait affiché donc 60 km d'autonomie, même un peu plus. On passe la journée à Bruxelles, c'était super, on est allé au restaurant, au musée de la bande dessinée que je vous recommande. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les abonnés qui regardent la chaîne depuis la Belgique. Au moment de reprendre la voiture, on rentre dans la voiture, et là, qu'est-ce qui est affiché sur l'écran? Seulement une trentaine de kilomètres d'autonomie. Génial! Le superchargeur le plus proche sur le chemin du retour, c'est celui de la Wavre, et qui est à 30 km de Bruxelles. Donc on a roulé, la voiture nous a indiqué de ne pas rouler trop vite pour pouvoir arriver au superchargeur, en y allant vraiment tranquillement. Finalement on a réussi, mais voilà, ça fait quand même un petit peu peur, surtout quand on se dit si jamais on rate la sortie d'autoroute, là on est foutu. Ça rajoute tout de suite 15-20 km pour rejoindre le superchargeur si on se manque, et là on risque de tomber en panne sèche sur l'autoroute. Autre problème, et ça c'est plus un problème qui concerne les gens qui bricolent sur leur voiture comme moi, c'est qu'on peut pas lever cette voiture avec un cric et la poser sur chandelle. Il y a tout simplement pas les points d'appui en dessous pour mettre les chandelles. On est directement sur la batterie en fait, et j'ai pas envie de tordre le carter en aluminium là de la batterie. Alors éventuellement on pourrait utiliser des rampes comme ça, mais quand on est sur rampe, on peut pas enlever les roues. Et la plupart des travaux qu'il y aurait à faire sur cette voiture, c'est quoi? C'est changer les roues été pour des roues hiver, ou travailler un petit peu sur les freins. Donc il faut enlever les roues. Donc une fois qu'elle est sur rampe, on peut pas enlever les roues. Donc on peut pas.
Donc en finale, c'est quoi? C'est soit cric et on fait roue par roue à chaque coin, ou alors c'est directement sur un pont. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit pont hydraulique. Alors dans le manuel, il y a un chapitre sur le levage au moyen d'un cric et levage du véhicule. Donc là on lit bien procédure de levage au moyen d'un cric, mais en fait ils vous disent d'utiliser un pont élévateur et donc d'utiliser les 4 points de levage qui sont en dessous ici. Et en ce qui concerne le cric tel qu'on le connaît, il n'y a rien du tout. Par contre, il marque bien de ne surtout pas prendre appui dans la zone rouge. Donc en fait, c'est vraiment tout le dessous. Il n'y a que les 4 petits points là où on peut prendre appui. Et encore, il faut un petit outil spécial. Et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Autre truc qui me fait dire que cette voiture est nulle, c'est une fonctionnalité qui est les phares automatiques et qui est complètement stupide. Alors c'est quoi? C'est un truc qui automatiquement bascule des feux de route aux feux de croisement quand on croise une voiture ou lorsqu'on suit une voiture, et ça marche pas bien, ça marche pas du tout. Quand on est dans un virage sur une route, vous savez, il y a les poteaux blancs comme ça qui marquent le virage, et elle confond ça avec une voiture. Donc elle passe des feux de route aux feux de croisement alors qu'il n'y a pas de voiture en face. Et pareil, parfois elle revient en feu de route alors qu'il y a une voiture qui arrive en face, le temps qu'elle détecte et qu'elle remette les feux de croisement, ça agace la personne qui est en face. Bref, donc moi, cette fonctionnalité, je l'ai tout simplement éteinte. Ensuite, c'est une voiture qui ne vient pas avec une roue de secours. Donc, vous avez un pneu crevé, un clou qui s'est planté dans votre pneu, bah vous êtes bloqué au bord de la route, obligé d'appeler une dépanneuse. Génial. Donc moi, ce que j'ai fait, dans le coffre, j'ai mis ici mon petit compresseur de pneus, compresseur électrique, avec le kit pour réparer les pneus, donc qui permet de mettre des mèches comme ça. Ça vient avec le petit tube de colle pour vulcanisation que j'ai enroulé dans le gant comme ça pour pas que ça fuit. Et ces deux outils-là pour placer les mèches dans le pneu. J'avais fait une démonstration de ce petit kit dans une vidéo, je vous la remets ici en lien dans fiche et en dessous dans la description. Au moins avec ça, je peux tenter de réparer si c'est simplement un clou planté dans le pneu, et ça me donne une chance pour ne pas être bloqué au bord de la route. Ensuite, le problème suivant, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Alors sur cette voiture, je n'ai pas pris l'option autopilote. Parce que je considère qu'en France ça sert quasiment à rien, ça n'apporte pas grand chose pour les 6 000 € que ça coûte, mais il y a quand même des systèmes de sécurité. Elle observe le trafic aux alentours, et si jamais elle détecte qu'il y a un danger, elle va produire une alarme sonore dans l'habitacle et elle freine assez fort, et ça c'est pareil, ça marche pas très bien, hein. Il y a des fois ça détecte des situations où il y a pas de problème en fait, hein. Par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'il y a une voiture qui commence à sortir de l'autoroute devant moi, moi je continue à rouler à ma vitesse, et là elle décide qu'il y a un danger, donc elle freine brusquement, ça fait une alarme forte dans l'habitacle, donc tant qu'on est au volant et qu'on voit ce qui se passe, il n'y a pas de souci, mais alors pour les passagers, c'est surprenant, hein, ça fait peur. Alors il y a moyen de configurer ces alarmes pour qu'elles fassent moins de bruit, ça s'appelle le Joe Mode. Mais bon, c'est quand même, c'est pas de l'intelligence artificielle en fait, ça, c'est plutôt de la stupidité réelle. Ensuite, un problème qui m'est arrivé le matin en voulant partir au travail, je n'ai pas pu rentrer dans ma voiture. Et oui, les poignées de porte étaient tout simplement gelées. Et là où j'habite, en hiver, il gèle assez souvent. D'ailleurs, j'en avais fait une petite story. Alors, ce matin, il gèle, il fait moins 3 degrés. Et quand il gèle, les trucs là sont complètement gelés. Là, j'appuie de toutes mes forces et on ne peut pas ouvrir la poignée. Et là, de l'autre côté, c'est pareil. On ne peut pas l'ouvrir. Je fais comment pour aller au boulot, moi, maintenant? Donc là, le problème vient carrément du design des poignées, hein. Donc là, vous pouvez voir, il y a de la crasse. Donc en fait, l'eau s'infiltre et elle se met ici par capillarité. Et une fois que ça gèle, ben, tout ça c'est pris. C'est un bloc de glace. Et puis on peut tout simplement plus actionner la poignée.
Donc là ça a séché, mais voilà, quand on est en période de pluie, l'eau qui est infiltrée là-dedans, elle reste. Et ça met très longtemps à sécher, à s'évaporer. D'ailleurs là vous voyez c'est encore humide là-dedans. Autre problème, c'est les vitres là qui descendent toutes seules pour pouvoir ouvrir la porte et qui remontent quand on ferme la porte. Et donc quand ça gèle, ce mécanisme de lève-vitre est bloqué. Alors soit il descend pas du tout et on n'arrive pas à ouvrir la porte, soit il descend un petit peu, on ouvre la porte en pliant un peu la vitre qui passe sous la baguette chromée. Mais après quand on veut refermer la porte, la vitre est levée et elle touche la baguette chromée et on n'arrive pas à fermer la porte. Et pareil, le même jour ça me l'a fait et je vous l'ai mis en story. Les vitres aussi sont gelées, elles ne descendent plus, donc on ne peut plus ouvrir les portes. Alors là, je ne sais pas comment j'ai réussi à ouvrir la porte là, mais là, j'arrive plus à refermer parce que ça touche contre là. Donc j'ai pas envie de casser la vitre. Alors j'ai mis le chauffage à fond, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que ça chauffe à fond là, au max. Donc je vais essayer maintenant de descendre. Est-ce que ça va marcher? Et non, ça ne marche toujours pas, la vitre ne descend pas. C'est super, merci beaucoup. Donc là je me retrouve bloqué avec une voiture dont la vitre ne veut pas descendre. Donc la solution pour ça, eh bien, c'est de prendre son téléphone avec l'application Tesla et puis de lancer le chauffage à distance. Et puis on laisse chauffer comme ça la voiture un quart d'heure. Et puis là ça dégèle un petit peu tout et puis on arrive enfin à rentrer dans sa voiture. Si elle décide pas de se fermer toute seule. À noter quand même que ma Twingo que j'avais payé 700 € en 2015, je peux l'ouvrir en hiver, hein, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Ensuite, la Tesla Model 3, c'est une voiture que vous devez terminer vous-même. Et oui, il existe des kits comme ça pour terminer sa voiture. Achetez mon kit Tesla Model 3, donc je vous mets un lien en dessous dans la description, mais vous pouvez le trouver sur Amazon, vous tapez Tesla Model 3, ils en vendent plein. Donc c'est des joints, voilà, c'est des joints pour terminer d'insonoriser la voiture et de la rendre un peu plus étanche. Donc bah écoutez, je vais le poser, petit manuel avec. Et je vais aussi mettre du vinyle sur la console centrale pour éviter de rayer le plastique brillant qui est dessus. Donc before, sur les portes, il y a un seul joint, et voilà, quand on met le kit là, il y a un deuxième joint, ça vient insonoriser et ça empêche l'eau de passer, salir un petit peu tout l'intérieur des portes là. Allez, go! Donc sans ce joint additionnel que je vais mettre, eh bien ici on récolte beaucoup de crasse, hein, pas mal de projections de boue, et quand on ouvre la porte et qu'on tombe là-dessus, c'est quand même pas très agréable. Ok, deuxième joint posé, et je fais pareil sur les 3 autres portes. Alors au bout d'une bonne demi-heure, et oui parce que je travaille assez lentement, voici ce que ça donne sur la porte avant gauche. Donc j'ai bien fait attention en bas à laisser les trous libres pour dégager l'eau. Et là où ça a été le plus dur, c'était ici dans l'articulation de la porte. Là. Il n'y a pas beaucoup de place.
Et voilà, j'ai terminé ma Tesla, donc j'ai mis les joints sur tous les portes, la finition est je pense du niveau de comme on m'avait livré la voiture, hein. Il y avait Pierre de la chaîne Villebrequin qui avait remarqué que c'était pas super bien fini. Je vous remets la vidéo vers cette livraison pas comme les autres avec Villebrequin ici en fiche et en dessous dans la description. Ensuite, autre catégorie de problèmes, et celle-là je pense que c'est celle qui va faire le plus de soucis aux propriétaires de Tesla, c'est les problèmes logiciels. Ah ouais, j'ai déjà eu un bug, donc moi ça m'affichait que le système e-call, emergency call, donc c'est appel d'urgence en cas d'accident, c'est un bouton qu'on appuie sur le plafond, on laisse appuyer plusieurs secondes et ça appelle les secours en donnant la position de la voiture. Donc ce système-là apparemment ne fonctionnait plus, j'avais un message comme quoi il était désactivé, et en même temps ce qui se passait c'est que j'avais plus aucun son dans la voiture. Mais vraiment plus rien, c'est-à-dire que la sono marchait plus, la radio ne marchait plus, et même les clignotants ne faisaient plus de bruit, oui, parce que les clignotants utilisent le système son de la voiture. Donc c'est un problème logiciel, software, et c'est pas forcément lié au logiciel embarqué dans la voiture. Ça peut être un problème qui se situe ailleurs, au niveau des serveurs de Tesla. Peut-être ils avaient un problème au niveau de leur système emergency call qui récupère les appels là-bas, et puis ça a provoqué un petit souci dans la voiture. Donc là c'était un petit problème, hein, c'est vraiment pas grave, ce système emergency call qui marche plus, mais sur une voiture comme ça qui a beaucoup de logiciels embarqués et qui prend des décisions toute seule, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, à propos de l'importance des logiciels, Elon Musk a fait un tweet auquel j'ai répondu, c'était début novembre, je vous le lis. Connected autonomous cars require great software. Advanced factories also require great software. The car industry is not very good at software. J'ai répondu, so true. Eh ouais, c'est tellement évident. Alors, il sous-entendait, je pense, que Tesla fait du meilleur logiciel que les autres. Ouais, c'est assez connu que les constructeurs historiques de voitures sont pas très bons au niveau logiciel. C'est pas vraiment dans la culture des entreprises, donc on a des écrans qui bug, etc. Dans le logiciel de la Tesla, au niveau de l'écran, c'est quand même super bien. Mais voilà, il peut y avoir comme ça des petits bugs. Donc j'ai répondu à Elon, oui c'est tellement vrai. Sous-entendu quand même que, bah oui, ça inclut Tesla aussi. Bon, après, je sais pas si j'aurai l'honneur d'être lu par lui. Bah, si jamais tu vois cette vidéo, Elon, merci pour tout ce que tu fais. Bon, alors là, j'en ai fini avec les points négatifs sur la voiture en elle-même. Maintenant, je voudrais bien vous parler de trucs que je trouve pas terribles qui sont autour de la voiture. D'abord, il y a les superchargeurs. Alors certes, ils sont très bien, même ils évoluent en puissance, mais par contre, en général, la disposition des superchargeurs est pas terrible. On a une longueur de câble très courte, il faut se garer très proche. Je compte bien à un moment donné avoir un porte-vélo derrière la voiture accroché sur le crochet d'attelage. J'y reviendrai au crochet d'attelage. Mais voilà, avec un gros porte-vélo derrière, le mien, il peut mettre jusqu'à 4 vélos, là, je pourrais pas recharger. C'est pareil pour les gens qui tractent des remorques. J'en ai déjà vu sur les stations de superchargeurs. Alors, ce qu'ils font, ils se garent. Il y a des superchargeurs qui sont comme ça. Ils se garent le long, ils prennent 3 places et ils se branchent comme ça. Et donc pendant qu'ils rechargent, il y a au moins 3 ou 4 places qui sont prises. Alors j'ai vu aux États-Unis, ils commencent à faire des grosses stations de superchargeurs, un peu comme des stations essence. Et là, les superchargeurs, ils sont sur les côtés des voitures. Donc voilà, j'espère qu'à un moment donné, ça va venir en France. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais bien vous parler un petit peu de la société Tesla. Alors, je sais pas trop si j'ai le droit de dire du mal comme ça d'une société. J'ai pas demandé à mon avocat. Enfin, de toute manière, je n'ai pas d'avocat. Donc, je vais simplement vous partager mon expérience que j'ai eue avec la société. Donc déjà, il y a assez peu de relations. Moi, ça me va comme ça. Hein. Pour acheter, j'ai pas forcément besoin d'aller voir un commercial qui m'explique toute la bagnole, etc. On achète sur le site, comme ça, on réserve, on paye un petit peu à l'avance et puis il vous indique quand votre voiture est livrée et vous venez la chercher. Mais par contre, les jours où j'ai besoin un petit peu d'aide, j'aimerais bien que quelqu'un communique avec moi là chez Tesla. Donc déjà par téléphone, c'est mort, hein, on n'arrive pas à les joindre. J'avais essayé pendant l'été, avant la livraison, et c'était impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Après, ils répondent aux emails, donc je communique avec eux par email. Le
La seule chose vraiment où j'ai eu besoin de Tesla, c'était pour recevoir mon crochet d'attelage. Ouais, parce que quand j'ai acheté la voiture là, j'ai pris l'option attelage, et c'est un truc qu'il faut prendre à l'achat, parce que apparemment, d'après Tesla, ça ne se monte pas une fois la voiture achetée, donc ils font ça, ils le mettent d'usine dedans, mais ce qu'ils ont oublié de faire, alors ils m'ont bien mis la partie qui va au fond de la voiture, au niveau du pare-choc, mais ils m'ont pas mis dans le coffre le crochet d'attelage le jour où je suis allé rechercher la voiture avec Vilebrequin. Donc je les ai contactés par email pour avoir ce crochet d'attelage. Normalement c'est dans une trousse comme ça, et puis il y a le crochet donc, qui fait comme ça, et puis il y a des clés pour le système. C'est en fait on le met dedans et on le verrouille avec une clé, donc il y a 2 clés qui sont livrées avec. Donc j'explique mon cas, j'explique qu'à la livraison, voilà, c'était pas dans le coffre, et que j'ai payé le truc et j'aimerais bien avoir le bout qui reste pour pouvoir tracter quelque chose derrière ma voiture. Donc tout de suite, ils ont reconnu que oui, il n'y avait pas de problème, qu'ils me l'enverraient bien. Et voilà, j'ai attendu, donc ça c'était, je pense, vers mi-septembre. Et j'ai attendu, je les ai relancés plusieurs fois. Au bout d'un moment, on me dit, ah oui, excusez-nous, ça prend plus de temps que prévu, il a fallu qu'on le recommande. Mais ça y est, on l'a reçu, on vous l'envoie. Ok, donc il m'envoie quelque chose, et là je reçois ce truc. Donc ça, c'est bien pour remorquer, mais c'est pas pour remorquer quelque chose, c'est pour se faire remorquer. C'est un anneau de remorquage, c'est quand on est en panne, voilà, on le met à l'avant de la voiture, et puis on peut être comme ça tiré. Alors, le truc là, en fait, je l'ai déjà, hein, il est dans le coffret rouge avec le triangle de signalisation qui se trouve dans le coffre avant. Donc j'en ai pas besoin, mais voilà, bon, j'en ai un deuxième. Donc je leur écris super. Comme je vous l'avais expliqué, c'est pas l'anneau de remorquage qu'il me faut, c'est bien le crochet d'attelage à l'arrière de la voiture. Donc là, oui, excusez-nous, on va vous envoyer ça. Et j'attends, je relance régulièrement, toutes les semaines. Après, je relance tous les 2 jours par email. Oui, ça va arriver. Au bout d'un moment, j'ai même plus de réponse. Et puis un jour, vers fin novembre, je reçois un email. Ah, ça y est, on a reçu votre crochet, on va vous l'envoyer. Et quelques jours plus tard, je reçois 2 colis. Ils sont là, je vous les ouvre. Alors ça, c'est la pochette pour ranger le crochet et les clés. Avec la mousse qui a la forme. Donc ici... Ouais, victoire! Un magnifique crochet d'attelage avec ses clés. Allez, je vais le mettre en dessous de la voiture avec vous pour vérifier que ça marche. Alors ici, il y a une petite trappe en plastique à enlever. Hop. Et en dessous, il y a un trou pour mettre le crochet. Et ici, c'est la prise électrique. Alors, est-ce que ça va? Alors, il faut mettre la clé dedans. Ensuite, je la tourne ici sur le symbole déverrouillé. Je tire. Là, les billes sont rentrées. Ah oui, il y a un petit cache. On va enlever, sinon ça ne rentre pas. Ok. Ah bah là, c'est bon. Donc là, ça se verrouille automatiquement. On peut verrouiller ici. Et là, on est bon. Super. Allez, je le défais. Donc on tire. On coupe. Et je le range dans sa trousse. Voilà, donc au final, l'histoire se termine bien. Ça aura pris 3 mois, mais j'ai enfin reçu mon crochet d'attelage. Donc merci Tesla. Par contre, je vais pas faire de pub pour la société, je vais pas faire beaucoup de vidéos sur cette voiture, et puis de toute manière, il y a assez de chaînes YouTube sur le sujet, et ils n'ont pas besoin de plus de pubs. Et d'ailleurs, pour favoriser la pub par les youtubeurs, ils ont mis en place un système avec des liens de parrainage. Quand vous cliquez sur le lien et que vous achetez une Tesla, vous gagnez 1500 km d'autonomie, puis votre parrain aussi. Moi je trouve ça assez ridicule comme parrainage. Et puis voilà, ils ont assez de pubs comme ça, donc j'ai un lien de parrainage, mais voilà, je ne vous le donne pas. Voilà, au final, malgré ces 2-3 trucs nuls
Cette voiture est quand même une super voiture, je suis très content de l'avoir et de la conduire au quotidien, c'est vraiment génial, c'est très pratique. Quand je l'ai acheté, je ne recherchais pas la perfection, mais voilà, quand on paye une voiture très chère, bah, des fois on s'attend à avoir un truc parfait, la perfection n'existe pas, et puis bah voilà, c'est pas ces petits trucs nuls qui vont entacher ce magnifique véhicule. Hey, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, ben allez voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos sur toujours sur le thème de l'auto, il y a des vidéos de mécanique, etc. Et puis si vous êtes nouveau, ici je vous mets une playlist et en dessous un épisode à aller découvrir. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll.